C'est un honneur, ou même plus un grand plaisir pour moi de vous introduire Jakob Zinsstag. Jakob Zinsstag est professeur d'épidémiologie depuis 2010. Il travaille à l'Institut de santé publique et tropicale de Suisse. Il est basé donc à la faculté des sciences à l'université de Bâle. Il a soutenu son diplôme à la faculté vétérinaire de l'université de Berne en 1986. Puis il a complété sa formation par un doctorat qu'il a soutenu à l'université de Anvers, Belgique. Très rapidement, il se passionne pour, le terrain et il dirige un institut en Côte d'Ivoire qui, lui permet d'être confronté à des problèmes de zoonose, de rage, de brucellose. Et il s'intéresse beaucoup à la démarche, commune, à la fois de s'intéresser aux populations humaines et aux populations animales. Il forgera sa conviction à partir de cette expérience terrain et il sera, en permanence depuis cette période animé par le souci de cette démarche Une seule santé. Au niveau international, il est très rapidement, reconnu et il est, entre autres, membre investi dans le groupe de la quadripartite, que l'on connaît maintenant, c'est l'OMS, la FAO, l'OIE et puis le programme environnemental des Nations Unies. Et il contribue à ce moment-là à forger la définition du concept One Health. Il se retrouve également mandaté par la Commission européenne, donc en Europe, dans le cadre de SAPEA. Le SAPEA, c'est le regroupement de la FEAM, Fédération de médecine, sciences, etc., les grandes coupoles. Et il est le coordinateur, le directeur, en fait, d'un groupe de travail mandaté à une réflexion sur la gouvernance du One Health, la gouvernance d'une seule santé en Europe. Donc, il travaille pendant presque 6 mois, 9 mois même, à la production de ce rapport qui est remis à la Commission européenne et qui fait référence. Il a, au cours de son parcours, marqué, une attention particulière à la prise en compte de la valeur ajoutée du One Health. C'est souvent évoqué, même évoqué partout, tout le temps, par tout le monde. Lui s'est intéressé à l'aspect, mais qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée ? Et il a essayé de travailler à la définition des paramètres de quantification dans un grand réseau européen qu'il a co-coordonné. C'est donc une approche intégrée depuis le début. C'est une approche intégrée dans laquelle se retrouvaient l'homme et l'animal, on l'a évoqué, mais aussi l'environnement, depuis le début. Aujourd'hui, il présentera les enjeux théoriques et les enjeux pratiques. Je crois que c'est un scientifique qui a, à partir d'une expérience pratique, contribué à forger le concept de une seule santé. Aujourd'hui, il est candidat à un poste d'associé non nationaux à l'Académie vétérinaire. De par son profil, son autorité, sa notoriété, il est évident que l'apport à l'Académie vétérinaire n'est pas, est évident. Et nous avions eu l'occasion d'évoquer que c'était le pape du One Health. Je crois que c'était une façon de dire que c'est une personnalité dans le domaine du One Health en Europe. Et donc, je souhaite la bienvenue à Jakob, pour ton exposé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et une émotion que je vous remercie de votre accueil en tant que Suisse ici à Paris pour présenter
le propos justement sur les approches intégrées à la santé, sur la place d'une seule santé et ses enjeux théoriques et pratiques. En dessous de mon adresse email, vous avez une publi-reportage One Health Story qui décrit les activités de notre groupe. Et en dessous encore, c'est le site web de Kabi.org dont je suis éditeur en chef du journal de la plateforme One Health. Donc, je viens de l'Institut tropical et de santé publique suisse qui a construit un nouveau bâtiment à Allschwil, une banlieue bâloise. On est à 50 mètres de la frontière française, donc on peut presque se considérer un peu français. Nous sommes presque 1000 personnes actives dans 120 pays. Nous regroupons presque 90 nationalités et au moins 30 disciplines. Et je suis parmi les peu vétérinaires qui sont actifs et je me sens franchement comme la souris dans le fromage. Je vais vous parler donc justement de la comparaison des approches intégrées à la santé. Effectivement, il y en a plusieurs. Il y a Éco-santé qui est la plus ancienne. Ensuite, il y a une seule santé, donc One Health. Et il y a aussi la santé planétaire. Et le diable est dans le détail, donc ça vaut la peine de bien les examiner. Et je les comparerai aux sous-disciplines de la santé publique qui sont le plus proches, donc la santé environnementale, les foyers naturels des maladies, la santé publique vétérinaire et l'anthropologie médicale. Je vais justement parler de la rentabilité des interventions une seule santé. Je peux déjà vous dire que là, ça vaut la peine d'investir dans une seule santé. Mais je vais continuer justement sur la question comment mettre ensemble la santé humaine et animale avec la problématique des grandes crises de l'anthropocène qui sont la perte de la biodiversité, qui sont le changement climatique et notamment l'antibiorésistance, qui sont vraiment des crises à l'échelle mondiale. Et je vais terminer avec la mise en pratique de l'approche intégrée à l'exemple de l'Union européenne. Ici, j'aimerais juste mentionner ma très grande satisfaction que une seule santé a trouvé sa place dans l'article 5 du traité pandémique qui vient être, dont les négociations viennent d'être terminées avant-hier, si je me trompe pas. Je vais pas aller plus dans le détail de cela, mais je voulais quand même le mentionner à ce moment en temps et en place. Je vais délimiter ma présentation contre les approches intégrées bien conçues et bien établies en Asie, en Afrique et en Australie et dans les Amériques, simplement du fait que je les connais pas assez, mais aussi pour gagner du temps. Et je vais aussi délimiter ma présentation envers le temps, donc je vais me limiter au XXe siècle et au XXIe siècle. Ce que vous voyez ici à droite, c'est la traduction en mandarin de notre livre. Donc, et de ce livre, j'aimerais remettre, et ça sera ma contribution à l'Académie vétérinaire de France, notre livre Une seule santé. Donc, c'est pour l'Académie vétérinaire. Hélas, c'est la version anglaise, elle n'est pas encore traduite en français. Cependant, les éditions Coué ont traduit la première édition, elle existe en français. Voilà. Merci beaucoup. Je crains que ce soit la version en mandarin. C'est en anglais. Très bien. Donc, par cela, je voulais aussi juste signifier que je suis vraiment à votre disposition pour tout ce qui est One Health. Donc, ici, pour avancer rapidement, ça, c'est les sous-disciplines de santé publique qui sont les plus proches des approches intégrées. Donc, il y a la santé environnementale, donc ce sont tous les risques environnementaux pour la santé publique. Ensuite, il y a les foyers naturels,
de maladies. Donc là, il y a les foyers naturels pour la santé humaine et pour la santé animale qui étaient proposés par Yevgeny Pavlovsky en début du XXe siècle, qui sont un concept très important. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, James Steele a introduit ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire, Veterinary Public Health, qui est la contribution de la santé animale à la santé publique. Et bien sûr, nous avons l'anthropologie médicale qui sont les déterminantes sociales et culturelles à la santé publique. Maintenant, notez que tous les flèches sont unidirectionnelles. Ce sont donc les effets sociétals et environnementaux à la santé publique, ou bien les foyers naturels aussi pour la santé animale, mais pour la santé publique vétérinaire, c'est vraiment la contribution de la médecine vétérinaire à la santé publique et pas l'inverse. C'est ça qui est important pour cette conceptionnalisation. Et toutes ces questions, vous pouvez les analyser statistiquement. Donc, vous pouvez pratiquement pour tous les risques, les statistiques vous suffisent. Contre cela, nous mettons maintenant les approches intégrées. La première approche réellement intégrée était ce qu'on appelait One Medicine, proposé par Calvin Schwabe au milieu des années 60, inspiré par ses travaux avec les éleveurs d'Inca au Soudan, où il a clairement postulé qu'il n'y avait pas de différence de paradigme entre la santé humaine et animale, que les deux médecines partageaient les mêmes sources théoriques de la santé. Dans son livre, Schwabe faisait grand mention de l'environnement, mais dans sa définition que je vous présente ici, il ne le citait pas. Le deuxième concept est éco-santé ou eco-health, qui est venu vers la fin du XXe siècle, qui reconnaissait le lien inextricable entre l'homme, l'animal et l'environnement, et bien sûr aussi des océans. Troisièmement, le concept One World, One Health était proposé par le Wildlife Conservation Society en 2003, les fameux principes de Manhattan Principles, où les conservateurs de la faune sauvage reconnaissaient que pour maintenir la faune sauvage dans les parcs nationaux, il faut que les animaux et les hommes autour des parcs soient en bonne santé. C'est de cela venait leur intérêt. Nous avons publié en 2005 et nous restons à être corrigés, mais à mon avis, c'était la première fois que le terme One Health était publié dans la littérature biomédicale dans Lancet, où nous avons défini One Health comme valeur ajoutée d'une meilleure collaboration entre médecine humaine et vétérinaire et d'autres secteurs. Le dernier concept est la santé planétaire, qui évalue les implications des grands changements planétaires sur la santé publique. En résumant les trois grands concepts, on peut donc tout en haut voir OM pour One Medicine, qui est suivant la définition de Schwabe, vraiment situé en flèche à deux bidirectionnelle entre la santé humaine et animale. Éco-santé ou eco-health, là, il y a les flèches dans tous les sens. Donc, l'environnement, la société, la santé animale et la santé humaine. En principe, One Health fait part de eco-health, mais One Health ajoute justement la notion du bénéfice, de la valeur ajoutée, et sous le concept où je reviendrai encore de OLEP, du One Health High Level Expert Panel, qui parle de optimisation. J'y reviendrai. Planetary Health joue un très grand rôle parce qu'il prend en compte les grands enjeux comme le changement climatique, la perte de biodiversité, mais il reste essentiellement anthropocentrique. J'ai jamais vu un article qui
spécifiquement prend en compte la santé animale, et aussi dans les définitions, on ne trouve pas la santé animale avec Planetary Health. Ce que les trois concepts intégrés reconnaissent aussi, c'est la transdisciplinarité. Et je dirais éco-santé et une seule santé sont les plus avancés dans ce domaine. Qu'est-ce que cela veut dire, transdisciplinarité? Cela veut dire que nous, les acteurs non académiques, deviennent des partenaires directs à la recherche. Le principe est toujours le même, que nous mettons ensemble les décideurs, les communautés et les chercheurs dans une seule salle ou sous une même tente. À gauche, vous avez un exemple de la Mongolie, où on a discuté sur l'échinococose, et à droite, à Tombouctou, au Mali, en 2006, où nous avons discuté l'approvisionnement de soins de santé avec les communautés touareg. Le principe est de coproduire un savoir de transformation entre le savoir systémique académique et le savoir pratique pour résoudre les problèmes sociétals. Les communautés touareg n'ont pas fait des études académiques, mais ils sont des experts en environnemental. Personne de nous survivrait 2 semaines dans le désert où ils vivent. Cependant, eux, ils survivent depuis des centaines d'années. Donc, ce sont des experts et nous avons bien raison de bien les écouter. Donc, nous pouvons représenter la transdisciplinarité comme flèche verticale au savoir académique qui fait le fondement de la recherche, mais en ajoutant le savoir pratique, nous gagnons énormément de temps à trouver des solutions localement adaptables et acceptables. Maintenant, je vais me concentrer sur une seule santé, parce que vous allez voir aussi qu'une seule santé, parmi les 3 concepts, éco-santé et santé planétaire, est le plus politisé, mais aussi institutionnalisé et mis en pratique. Et par exemple, nous avons donc le comité de haut niveau One Health au sein de la quadripartite qui a produit le One Health Joint Plan of Action au sein des grandes organisations internationales OMS, FAO, UNEP et OMSA. Donc, la définition de OLEP nous fait des maux de tête parce qu'elle propose d'équilibrer et d'optimiser durablement la santé des hommes, des animaux, des plantes et des écosystèmes. Alors, comment faire? Comment approcheriez-vous cette question? Nous l'approchons par ce monsieur-là, Gareth Hardin, qui a dit que toute ressource naturelle qui appartient à tout le monde est inévitablement surutilisée et détruite. Ça, c'est ce qu'on appelle la tragédie du bien commun. Et nous réalisons ça avec la perte de diversité. Nous sommes actuellement dans un processus d'extinction d'1 million d'espèces de plantes et d'animaux sur 8 millions. Donc, nous vivons une situation dramatique de risque de destruction de nos écosystèmes qui va aussi affecter notre santé, voire même notre existence. Donc, je peux citer d'autres problèmes comme le changement climatique, comme l'antibiorésistance, qui sont clairement des tragédies du bien commun. Donc, comment pallier à ces tragédies du bien commun? À notre aide vient Elinor Ostrom, première femme prix Nobel en économie 2009, qui a dit que oui, les tragédies du bien commun existent, c'est vrai, mais il y a des centaines de communautés au monde qui gèrent leurs ressources naturelles de manière durable, avec des systèmes de gouvernance écrits depuis des centaines d'années. Et son livre, donc, Governing the Commons, au lieu de la tragédie du bien commun, donc, gouverner le bien commun,
C'est son livre qui a réussi le prix Nobel. Premier exemple dans son livre est le petit village de montagne de Törbel en Suisse, où mon père avait même une maison. Donc, je suis natif du Haut-Valais. Donc, ça, c'est le système socio-écologique de Elinor Ostrom, qui est composé des ressources, des systèmes de ressources, donc les forêts, les eaux, les pâturages, les unités de ressources, donc le bois, les animaux, tout ce que vous récoltez de vos ressources, les acteurs qui gèrent leurs ressources naturelles justement par des systèmes de gouvernance. Tout ça est à multiples échelles. Et nous avons élargi ce concept de socio-écologique par la dimension des ressources humaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tous, nous contribuons par notre salaire au capital humain de notre pays. C'est le PIB. Donc, si nous tombons malades ou bien si nous mourons, ce capital humain est perdu pour notre nation. Un enfant qui est mordu par un chien enragé, et c'est un thème de collaboration avec mon collègue et cher ami Hervé Bourri qui est présent dans la salle. Donc un enfant qui meurt à 10 ans de la rage, 40 ans de vie productive est perdu. Donc 40 ans de capital humain est perdu pour la nation. Donc, en incluant cette ressource humaine dans le système socio-écologique, nous permet de mettre en relation l'environnement, les ressources animales, les plantes, les animaux et les humains dans un seul système mathématique et économique. Le premier exemple de validation de ce concept est justement l'élimination de la rage en Afrique. Chaque année meurent au moins 25 000 personnes en Afrique encore de la rage. C'est une véritable tragédie du bien commun, bien que nous sachions que on peut prévenir cette mort depuis plus que 100 ans grâce à Louis Pasteur. Donc nous avons deux stratégies majeures. La première stratégie, c'est de vacciner en post-exposition toute personne exposée à un animal enragé. Mais cela n'éliminera jamais la rage. Pour éliminer la rage, il faut intervenir dans le réservoir, qui est l'animal, qui est le chien actuellement en Afrique, qui indirectement va aussi interrompre la transmission à l'homme. Et nous l'avons testé. Donc, dans la capitale du Tchad, à Djamena, pendant 2 ans, nous avons vacciné plus que 20 000 chiens par des postes fixes mobiles que vous voyez ici. À ce poste-là, j'ai moi-même vacciné 200 chiens dans une journée. Et vous voyez, les 2 barres grises représentent justement les 2 campagnes. Et si vous regardez la ligne rouge, elle vous montre l'incidence de chaque semaine des cas de rage à Djamena et qui chutent en moins de 3 mois. Donc, si vous avez jamais douté qu'une vaccination de masse peut interrompre la transmission d'une maladie infectieuse, ici vous avez une preuve empirique. La deuxième campagne aurait même pas été nécessaire. Et après 2 ans, la maladie est revenue, mais de l'extérieur. Et on l'a pu prouver par la phylodynamique. Voici l'analyse économique. Donc, si vous continuez continuellement à traiter toute personne par la prophylaxie post-exposition, vous avez des coûts croissants tout le temps. Par contre, si vous investissez dans la vaccination des chiens, vous avez des coûts plus élevés au début, mais comme vous interrompez la transmission, la croissance est moins raide et vous arrivez au point égal après 6 ans. Et sur un horizon de 10 ans, il est certainement moins cher d'investir dans la vaccination de masse des chiens. Nous avons extrapolé ces analyses à l'ensemble de l'Afrique et nous tombons sur la conclusion que une vaccination de masse coordonnée entre les pays peut éliminer la rage en moins de 30 ans et a un bénéfice-coût de 14/1. Est-ce que vous avez déjà entendu d'un si grand bénéfice de quiconque investissement financier?
C'est absolument énorme. Et ça revient justement de la prise en compte du capital humain. En quantitatif, c'est plus de 10 milliards de dollars. Et ça vient du fait que, comme je vous montre ici à l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire, c'est la flèche bleue, s'investirait seulement dans la prophylaxie post-exposition, dans les premières 10 ans, la prophylaxie post-exposition serait moins chère. Mais à partir de la 11e année, l'investissement dans la vaccination de masse est moins coûteuse. Mais si nous ajoutons le capital humain dans cette équation, depuis la première année, l'investissement dans la vaccination des chiens est la meilleure stratégie pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez à droite que pour tous les pays, la stratégie verte, qui est la vaccination des chiens, est la stratégie la plus rentable. Donc, nous avons un équilibre de Nash et une efficience de Pareto. Ça, c'est une théorie économique. Donc, nous appliquons pour la première fois la théorie du jeu à une intervention socio-écologique. Tout cela a une forte incidence sur les autres sciences, mais est aussi influencé par d'autres sciences. Par exemple, les approches post-humanistes en anthropologie nous influencent beaucoup, mais One Health en même temps influence l'anthropologie et la sociologie dans le sens que nous voulons arrêter de mettre seulement l'homme en avant. Nous voulons quitter une perspective purement anthropocentrique et aller vers une considération multi-espèces. Et deuxièmement, ici à Paris, vous avez la philosophe Corinne Peluchon qui a écrit le livre « Les Lumières à l'âge du vivant » qui recommande des nouvelles lumières justement qui arrêtent la séparation des considérations de matière et d'esprit, et elle recommande aussi justement une meilleure attention entre les disciplines académiques. Elle suit beaucoup le concept de vulnérabilité et d'éthique interespèce. Elle est aussi très engagée dans l'éthique animalière. Et ce qui est le plus surprenant avec Corinne Peluchon, c'est que elle parle aussi de l'espoir. Qui aurait cru ça, suivant les philosophes existentialistes parisiens. Donc, nous prônons que One Health est un exemple de ces nouvelles lumières proposées par Corinne Peluchon par un départ de l'anthropocentrisme vers une ontologie multi-espèces. Nous quittons aussi le pur positivisme vers des multiples réalités en travaillant avec des sociétés non européennes. Nous prenons une perspective multi-épistémique qui tient compte des contextes locaux et nous quittons le déterminisme cartésien pour une philosophie plutôt des processus. Comme disait André tantôt, j'étais engagé justement dans ce Evidence Review Report, donc c'est une analyse des faits, comment on pourrait mettre en opération une gouvernance de One Health en Europe. Et ce rapport était, par exemple, il analyse toutes les politiques existantes de l'Union européenne, comme le Farm to Fork ou le Green Deal et d'autres, et montre comment on pourrait mieux les intégrer par une approche One Health. Ceci a été suivi par une opinion scientifique des 7 scientifiques en chef de l'Union européenne, dirigée par Nicole Grobert, qui est vraiment qui recommande fortement la mise en place d'un cadre One Health sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et je finis par un cours en ligne qui est disponible en français à l'Université de Bâle sur One Health. Donc, la formation des futurs cadres est clairement un des grands défis devant nous.
Je vous remercie pour votre attention.